Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour ce moment en direct à la rencontre de Rayon N. Un moment de musique, un moment masqué, oui, mais un moment pour dire que la création continue, enthousiaste et déterminée. Merci aux artistes, merci aux intervenants, merci aux équipes qui ont préparé cette rencontre. Je suis Marc Dondé, directeur artistique de la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay. Merci à Saskia Deville, journaliste et musicologue, qui a accepté d'animer cette rencontre. Merci à Pierre-Paul Zaliot, président de l'ENS Paris-Saclay, qui a créé la scène de recherche et qui a permis ici, aujourd'hui, cette rencontre entre musique et science. Saskia, à vous le micro, à vous le plateau. Merci beaucoup, Marc, pour cette introduction. Et puis, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous faire découvrir les premières images de ce projet. Vous l'avez dit, Marc, de la musique, de la création, de l'échange. Il va y en avoir dans les minutes qui vont suivre pour parler de cet opéra filmé en avril dernier, qui a été initié en avril dernier. Une manière pour les artistes de répondre à cette situation très particulière que nous traversons tous, mais que les artistes traversent à leur manière aussi, privés de leur public évidemment. Et c'est une manière de continuer à exister, à créer, que nous allons découvrir. Un projet également porté par l'envie de proposer de la création aussi ici, dans ce lieu, sur cette scène de recherche qui a été créée pour donc un moment de création qui sera donc proposé et qu'on va découvrir ensemble. Alors Rayon N, vous l'avez dit Marc, c'est le titre de cet opéra-film. C'est l'histoire de deux escrocs qui prétendent avoir découvert un fameux rayon N. Un fameux rayon dont on va le découvrir qui est imaginaire bien évidemment. Leur but à ces deux escrocs, c'est de tout faire pour atteindre leur but, d'avoir les moyens de développer leur entreprise. Alors, juste avant de découvrir ce court-métrage ensemble qui témoigne de la première étape de création de ce projet, de cet opéra-film Rayon N, je vous propose d'écouter quelques mots de Pierre-Paul Zaliot, président de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Merci Saskia de cette introduction. Je voudrais juste dire à ceux qui nous regardent que nous ne sommes pas simplement sur un plateau. Nous ne sommes pas simplement sur une scène qui accueille Rayon N, mais nous sommes aussi au cœur d'un dispositif, et au cœur d'un dispositif qui est lui-même positionné au cœur d'un lieu. Alors le lieu, c'est une grande école de recherche, l'École normale supérieure Paris-Saclay, et puis qui est positionnée au cœur d'une université de recherche, une des premières européennes, qui est l'université Paris-Saclay. Et c'est donc un lieu où des étudiants, des élèves à très haut potentiel dans toutes les disciplines de la connaissance, que ce soit les sciences fondamentales, on parlera de sciences de base fondamentales avec les rayons N, mais aussi bien l'ingénierie ou les sciences humaines et sociales, vont se préparer aux carrières et aux métiers de la recherche. Le dispositif, c'est la possibilité d'une rencontre entre des scientifiques, des artistes, des étudiants, pour se former autour d'une idée que le mot recherche-création résume, pour chercher, à partir d'un format qui est, au fond, la résidence artiste, chercheur, étudiant, et qui permet le travail en commun et la co-construction en commun d'un certain nombre de productions et d'intelligibilité. Et évidemment, c'est aussi un lieu de coproduction ou de diffusion, et c'est ce que nous faisons ici en ce moment avec Rayon N. Et puis, j'ai parlé du lieu, j'ai parlé du dispositif, il faut parler du temps, et vous l'avez évoqué. Le temps d'aujourd'hui, c'est la pandémie. La pandémie, c'est une épreuve, et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une réponse à cette épreuve. Et donc la réponse à cette épreuve, c'est que la scène de recherche propose, accueille, soutient, utilisez tous les mots que vous voulez, quelque chose qui est une première étape d'un opéra qui lui aussi s'adapte, si j'ai bien compris, à un contexte qui est celui de la pandémie, en se proposant sous la forme d'une diffusion très au-delà des seules salles dont on sait qu'elles sont cruellement aujourd'hui fermées. Le propos, vous l'avez résumé, Saskia, c'est celui d'une histoire qui relève aussi de l'histoire des sciences. C'est l'histoire de René Blondiot, c'est l'histoire donc d'un chercheur qui, au fond, est peut-être convaincu lui-même d'une découverte qui est fausse. Et je parlerai moins, pour ma part, dans la leçon qu'on peut tirer de cette aventure, d'une escroquerie ou même d'une supercherie.
que de ce qui est aussi une des dimensions de la science, hein, c'est-à-dire son caractère collectif. C'est une histoire où il y a de l'institution, où il y a des revues, où il y a des critiques, où il y a des académies. La science est collective, la science est internationale, la science prend des risques. La science même parfois est obligée, et c'est une situation intenable, de découvrir, de proposer des découvertes qui ne sont même pas pensables dans le langage, ni la langue naturelle, ni même le langage de la science normale dans lequel elle se positionne. Je me référerai pour ça, et c'est évidemment une difficulté qui doit conduire parfois les scientifiques à l'entêtement. Combien a-t-il fallu d'entêtement pour découvrir les ondes gravitationnelles? Combien en a-t-il fallu aussi probablement pour convaincre de la pertinence des découvertes de la physique quantique? C'est pourquoi je citerai cette phrase, cette devise qui résume cette difficulté, qui était la devise de Niels Bohr, « Contraria sunt complementa ». Il y a des moments dans l'histoire de la science où il faut assumer cette situation, mais il y a aussi des moments où dans cette situation se cache la supercherie et la fraude, évidemment. Et c'est l'objet de Rayon N. La scène de recherche est justement un lieu pour travailler ces questions, pour les exprimer. C'est pourquoi je dirais que c'est d'abord un lieu de réflexivité et d'examen critique de ce qu'est le travail scientifique, le travail de diffusion des connaissances, mais aussi le travail de production de la symbolique et du culturel. Voilà, je m'arrête là. J'avais promis de ne pas être trop long pour dire que j'espère avoir convaincu tous ceux qui regardent que ce lieu est nécessaire et combien il est important que Rayon N soit là aujourd'hui pour sa première étape. Et je trouve Merci. Merci beaucoup, Pierre-Paul Zalieu. Je trouve ça magnifique. Rien que dans la présentation de ce qui nous attend, eh bien voilà, on crée déjà le débat, escroquerie ou non. Vous voyez, ça sert à ça aussi, l'art, la création, évidemment. Je vous propose tout de suite de découvrir ce court-métrage réalisé par Julien Ravoux. Vous le voyez derrière moi, hein, Rayon N, étape 1. Bonne découverte. Le professeur vous prie de l'excuser. Il faudra être patient. Il lui faut du temps encore. Du temps. Du temps. En 1903, un physicien réputé à la faculté des sciences de Nancy avait prétendument découvert un rayonnement qui était le grand sujet de recherche de l'époque. Cette découverte s'était révélée être un fiasco absolu puisque presque un an plus tard, un physicien américain nommé Wood était venu se rendre compte du protocole expérimental et on avait conclu qu'évidemment les rayons N n'existaient pas. Ce qu'un imbécile peut faire, n'importe quel autre imbécile peut le faire aussi. Mais il se trouve qu'évidemment en 2020, il y a un sujet qui nous est tous tombé dessus, enfin, ce fameux coronavirus, et qui a révélé d'une certaine manière ce texte à lui-même. La ville ne parle que de vous. Oh, c'est trop tôt, bien trop tôt, bien trop tôt. Je n'ai entrevu ce que je cherche qu'un très très bref instant. Très très bref. Tout à coup, évidemment, il y a un système qui s'emballe, qui est à la fois médiatique, politique. Est-ce qu'on le récupère? Comment on le récupère? Comment on en fait un enjeu?
et comment les médias en parlent d'une certaine manière. Merci, merci, Monsieur le Président. Mon mari, je répète. Rien voir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la place des escrocs dans le conte d'Andersen, et puis comment on peut abuser le pouvoir en lui promettant des choses impossibles à réaliser. C'est un opéra qui est plutôt là pour dénoncer la récupération politique de la science, comme elle pourrait dénoncer la récupération politique de plein d'autres choses. Il me faut d'urgence toute nouvelle information concernant le professeur B, sa femme, leurs recherches, sa vie à lui, sa vie à elle, leurs relations, leurs hobbies, leur vie, tout. Je le veux d'urgence. Principe de précaution. J'avais découpé ce projet avant de passer à l'écriture proprement dite en 23 vignettes, donc très rapides, où les tableaux se succédaient sans forcément de cohérence entre deux tableaux, et notamment en cohérence de lieu. On s'est dit, tiens, on peut peut-être passer à un autre type de mise en scène qui serait tout de suite réfléchi pour la caméra. L'idée de passer d'un plan à un autre, de passer d'un lieu à un autre, pouvait en tout cas facilement partir des ellipses qu'on peut faire au cinéma. Il fallait jeter des pistes pour en inventer une, quelque part. Donc déterminer des choses dans le livret qui déterminent des plans, parce que le spectacle a été imaginé et conçu dans l'ENS de Saclay, qui est un nouveau bâtiment créé par Renzo Piano, qui est immense, avec une empreinte, avec une signature. Et à partir du moment où on écrit et le livret et la musique en pensant à cette immensité architecturale, ou en tout cas ce rapport à l'architecture, c'est difficile après de vouloir le mettre dans une boîte noire. L'électronique avait un rôle dès le début qui devait être la transposition sonore de la présence, soi-disant présence, des rayons N. J'aime bien travailler avec des citations quand c'est à propos, quand ça peut donner des signaux aussi, des signaux mémoriels. Au travers de citations qui sont très disparates dans le temps, à chercher l'universalité de cette thématique. Rien que nous puissions apprendre encore de lui, toi et moi, comme avant, comme toujours. Dis-moi, Alex, quelles sont les nouvelles? D'où écrivent-ils? Je me fais une idée précise des voix avec lesquelles je vais travailler. Et en fonction de ça, ça peut me suggérer des choses. Donc c'est ce qui s'est passé avec l'air de Greg, qui va être confié à Nick, qui est donc un chanteur des arts florissants, qui est plutôt un chanteur baroque. Donc je savais qu'il avait cette vocalité baroque, et donc je me suis dit d'aller un peu emprunter ça et là de l'ornementation ou des choses pour finalement en faire une chanson qui est plus une chanson pop, mais le baroque est assez pop art. Rien n'est possible ici. Sans moi, rien n'est possible ici. Je
pense qu'on est dans la bonne direction finalement d'avoir écrit le temps comme dans un spectacle, quitte après à retravailler sur les temporalités une fois le montage réalisé. Combien de temps, 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 combien de temps. Voilà les faits avérés. De toutes parts, on me confirme le phénomène. Le fabuleux phénomène. Je n'ignore ni son mouvement ni sa nature. La lumière est venue à moi qui savais l'attendre. Le savoir sans preuve, la science infuse. Tout à l'heure, nous annoncerons en public vers quelle fin nous allons désormais. Madame, enchantée, bienvenue. Monsieur le Président. Monsieur, bienvenue. Monsieur le Président. Madame, enchantée, bienvenue. Monsieur le Président. Monsieur, enchanté, bienvenue. Monsieur le Président. Monsieur, enchanté, enchanté. Monsieur le Président. Madame, bienvenue. Monsieur le Président. Monsieur, bienvenue, enchanté. Monsieur, enchanté. Madame, bienvenue. Monsieur le Président. Monsieur, enchanté, bienvenue. Madame, bienvenue. Monsieur le Président. Enchanté, madame. Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Voilà donc pour ces premières images de Rayon N, l'étape 1 de cet opéra film dont nous allons parler, puisque je suis bien entourée. Sébastien Rivas, compositeur, Antoine Gine, texte, livret de cet opéra film dont on va parler. Et puis Philippe Béziat, vous êtes réalisateur, vous allez travailler sur la seconde étape, évidemment, qu'on va développer de ce projet, même si vous êtes bien évidemment, vous avez rejoint l'équipe dès le départ de la création. Making of, donc, qu'on vient de découvrir. Antoine Gine, un petit mot tout de même sur ce livret qui, vous le disiez déjà dans ce qu'on vient d'entendre, mais résonne curieusement dans la période qu'on traverse actuellement. Oui, il résonne d'autant plus curieusement que je ne l'ai pas du tout écrit au départ dans cette intention. Je crois que vous l'avez écrit il y a plus de 10 ans. C'est un texte que j'avais écrit il y a plus de 10 ans, que j'avais confié à Sébastien, un peu comme on s'échange des choses entre artistes, disons, et puis... un jour, Sébastien m'appelle en avril en me disant « Mais c'est dingue, je viens de relire ton texte et on a l'impression d'être vraiment dans le cœur de ce qu'on vit aujourd'hui. » Et c'est à partir de ça qu'on a commencé à retravailler, beaucoup avec Philippe, qui a fait vraiment partie de la première étape, parce qu'on a repris toute l'idée du scénario pour en faire une espèce de conducteur qui a permis, qui devait permettre, je l'espère en tout cas, à Sébastien de prendre à bras-le-corps, parce que le temps nous était extrêmement compté. Et évidemment, j'avais déjà écrit une première version. On a pris quelques semaines pour en écrire une version beaucoup plus développée, avec en tête ce lieu magnifique que Pierre-Paul Zaliot décrivait tout à l'heure dans sa fonction presque organique de créer des liens entre art et science, et que j'avais eu la chance de fréquenter l'an dernier, un peu avant le confinement. Et puis, il fallait écrire presque 1 heure de musique en quelques semaines, ce qui est une prouesse propre à Rossini, plutôt qu'à un compositeur d'aujourd'hui. Donc voilà comment toute la mécanique s'est enchaînée très très vite entre avril et juillet, au moment où Sébastien, qui va nous en parler, a commencé à écrire cet opéra. On va en parler évidemment de cette partition écrite en quelques semaines à peine, mais vous, Sébastien Rivas, comment vous est venue l'idée justement de ressortir ce texte? Il était resté dans un coin de votre tête? Oui, je pense que c'est absolument un effet du confinement. C'est-à-dire que
Moi, je dirige aussi une institution et donc on beaucoup Le de Gramme travail, Lyon. le Gramme, voilà, qui est aussi au cœur de problématiques arts et sciences. Mais peu importe, l'idée, c'est que bon, on était en pleine biennale qu'on a dû juste annuler. Alors une fois qu'on a travaillé avec nos équipes à tout ce qui avait à voir avec les reports, tout à coup, un vide s'est installé. Et pendant ce vide-là, j'ai commencé à chercher, je ne sais pas pourquoi, dans des archives de mails et je retombe sur ce texte-là et je lis cette déflagration de 23 scènes très courtes qui n'ont pas forcément de lien les unes entre les autres, mais qui m'évoquent absolument la vitalité de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire quelque chose qu'on attend, dont on ne sait pas quelle est l'issue, dont il y a des récupérations politiques, une guerre qui s'installe, une guerre médiatique. Tout ça était là, tout en n'étant pas là. C'était aussi, comme toujours et avant tout, dans toute histoire d'opéra, une histoire aussi de passion, d'amour, de trahison, de toutes ces choses qui forment finalement l'histoire même de l'opéra et des livrets. Et donc c'est comme ça que j'ai recontacté Antoine pour lui faire part de mon désir de, pourquoi pas, de me mettre à écrire là, tout de suite, là, maintenant. Je suis disponible et c'est comme ça que ce défi qui après a été vraiment une aventure incroyable est né. Voilà. Et qui a donné lieu à l'enregistrement de la partition fin août, ici même sur cette Exactement. scène. Alors, vous êtes trois, évidemment, sur ce plateau. Philippe Béziat, j'en parlais tout à l'heure. Vous vous connaissez tous les trois depuis un moment. Vous avez déjà travaillé en 2013 sur une de vos créations. Sébastien, c'était Aliados, un opéra filmé. Ici, c'est très différent. On est dans un opéra-film. C'est quoi, Philippe Béziat, pour vous, la différence? Comment l'expliquer? C'est la différence entre le spectacle vivant et l'enregistrement. C'est la différence entre le live et quelque chose que vous pouvez écouter, réécouter, regarder, re-regarder. C'est quelque chose qui est fixé. Nous, oui, effectivement, je collabore avec Antoine depuis de nombreuses années, soit sur des productions scéniques dans lesquelles l'image que je fabrique entre pour partie dans la proposition de spectacle vivant devant un public vivant. Et puis on est tous les deux très intéressés, donc on a fait ensemble Aliados et il y a quelques années où là c'était un dispositif de fabrication d'un film en temps réel, en même temps que les acteurs chantaient sur un plateau, étaient diffusés au-dessus de l'écran. Le film qu'on pouvait fabriquer à partir de leur jeu. On en voit beaucoup de dispositifs comme ça sur les scènes de spectacle. Là, c'était vraiment quand même quelque chose qui était vraiment conçu pour produire un film en temps réel. Et puis, on a fait d'autres collaborations ensemble autour de Frank Zappa, autour de Giordano Bruno, la création de Francesco Filidei. Et on est quand même tous les deux, je pense, assez passionnés de la question du rapport de l'image et de l'opéra, ou de l'image et de la musique avec du chant. Mais peut-être ce projet Rayon N, c'est une manière de transformer la contrainte liée à la pandémie en opportunité. Bien entendu, parce qu'effectivement, on n'a plus trop droit d'être sur cette scène et de faire des choses vivantes sur cette scène. Mais c'est aussi une façon de creuser un sujet qui, à mon avis, nous intéresse tous, et c'est tous les trois, qui est celui du rapport entre la musique et l'image filmée aussi, c'est-à-dire que ce soit vivant ou que ce soit au cinéma ou à la télévision, c'est-à-dire que on sait ce que c'est qu'un opéra filmé, on a vu Carmen autrefois, on sait ce que c'est ce qu'on appelait un film-opéra, on sait ce que c'est qu'une comédie musicale, on a vu les films de Jacques Demy, on sait qu'il peut y avoir des créations à la télévision, mais il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, mais on sait qu'on est tous assez fascinés par un rapport qui peut s'instaurer vraiment très étroit entre un film, un objet filmé, et une musique, et dans l'opéra en particulier une musique qui raconte quelque chose, comme c'est le cas dans la plupart des créations de Sébastien. Il y a un livret très précis. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était à la fois une façon de répondre à la situation et d'approfondir une question qui est est-ce qu'on peut composer ensemble un objet narratif, musical et cinématographique, qui ne soit pas la simple illustration de l'un de l'autre. Absolument. Qui soit une véritable création où c'est... Bach faisait du contrepoint.
Ce qu'on essaie juste de faire, c'est un contrepoint audiovisuel, c'est-à-dire où vraiment on avance en parallèle sur la question du récit, les questions des structures musicales et la question de la grammaire cinématographique. Alors, parce qu'on a tous des langages. Absolument, qu'il faut différents. accorder. Et l'objet de la recherche, on est dans une salle de recherche, c'est vraiment une recherche pour moi, que je mène à titre personnel depuis très longtemps, mais de savoir comment on peut, est-ce qu'on peut avancer ensemble sur des objets contrapuntiques qui soient vraiment audio-visuels. Et il y a plein de raisons qui font que c'est Antoine, Sébastien et moi qui essayons d'avancer là-dessus, mais ça je pourrais en parler après. Justement, Antoine Gine, tu imagines qu'il y a des enjeux en termes d'écriture avec un projet comme celui-ci? Oui, mais d'abord, je pense qu'on n'aurait pas pu imaginer ce projet si on n'avait pas cette complicité, cette expérience ensemble. Alors, sur Aliados, effectivement, sur d'autres projets Vous deux, sur vos que projets. j'ai pu faire avec Philippe, parce que ça pose des questions aussi liées à toute recherche, c'est-à-dire du collectif, c'est-à-dire comment on échange des informations et comment on se les approprie pour les faire progresser. Et dans ces allers-retours qui sont extrêmement nombreux, c'est-à-dire, évidemment, il faut partir d'un sujet, quoi. Alors, on avait ce sujet qui était dormant, et puis qui s'est révélé tout à coup être un peu d'actualité, ou en tout cas simplement qui permettait d'émettre un désir, quoi, parce que nous, on est chargé de ça. Enfin, on ne peut pas avancer si le désir n'est pas là. Et donc après, c'était comment faire passer ce premier objet à une écriture plus large, plus imagée, plus nourrie de choses assez concrètes. Et puis ensuite, de lancer la balle à Sébastien et de récupérer le 10 août une partition où il manquait les parties de chœur, par exemple. Donc tout à coup, je me suis mis à réécrire en quelques jours des parties de chœur qui sont aussi restées un peu... qui apparaissent là, d'ailleurs, dans le film. Mais, donc, en fait, ce qui nous passionne, je crois, c'est cette idée collective du travail et de la recherche. C'est pas simplement d'avoir des fonctions très établies. Bien sûr, on les a. C'est pas moi qui compose la musique, c'est pas moi qui réalise le film. Oui, mais il y a une sorte de ping-pong entre... Il y a quelque chose qui m'a toujours passionné dans tous les projets qu'on a pu faire, ici et là, c'est le collectif. C'est-à-dire comment on fait partager et comment on fait mûrir des idées pour qu'elles, tout à coup, elles germent. Ça, c'est très scientifique aussi. On a un background, Sébastien et moi, assez scientifique. Je tiens par exemple Rayon N de mon père, qui était cristallographe, et j'ai entendu cette histoire depuis, j'allais dire, 50 ans, quoi, ou presque. Donc il y a quelque chose de la poésie qui se crée parce qu'on a des ferments comme ça, on a des germes, comme on dit dans la cristallographie, et c'est de là que le cristal naît, quoi. Et voilà, moi c'est ce qui me passionne, et après tout le travail qui a été mené, bien sûr, avec les musiciens de l'ensemble intercontemporain, les chanteurs des Métaboles, et puis Raquel et les autres solistes, c'est-à-dire que tout à coup il y a des échanges partout. Et je trouve ça fabuleux, et pour pouvoir le faire, il faut des lieux. C'est très très important parce qu'on en manque crucialement, où on a des lieux qui sont des lieux de production un peu efficaces, disons, où on ne peut pas tellement chercher finalement. Enfin, quand on doit monter des objets scéniques, par exemple, on sait qu'on a... L'écriture est très peu présente. Et là, tout à coup, on saisit cette chance peu étrange, parce que réunir toute cette équipe avec une œuvre nouvelle en quelques mois, pour nous... C'est aussi de l'ordre du miracle. Là. Oui, c'est du domaine de l'impossible. Engagés, bien sûr, les artistes sont engagés sur des projets des années... On est toujours en train de travailler à année plus 3, quoi. Donc, ce qui disperse beaucoup les énergies. Enfin, alors que là, on était dans une urgence de dire, est-ce qu'entre avril et août 2020, on est capable de réunir une équipe de 50 personnes sur une partition nouvelle. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Et effectivement, ces musiciens que vous avez évoqués tout à l'heure, on va les accueillir dans quelques minutes. Juste avant cela, une petite question. Oui. Sébastien Rivas, je vous remercie. Comment est-ce qu'on écrit un opéra? Je pense qu'il y a 55 minutes de musique au total. Comment est-ce qu'on écrit un opéra en si peu de temps? Je crois que vous avez reçu une première version du scénario début juin et l'enregistrement était réalisé fin août. Oui. Alors, comment on écrit un opéra en si peu de temps?
Eh ben alors, effectivement, on a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés, un assistant qui était, pour le cas, Fabrice Goubin, qui nous permettait de faire un peu les 3-8, c'est-à-dire d'aller très vite dans le manuscrit, puis très vite dans l'édition, parce qu'il faut quand même, après, éditer des parties séparées. Et donc, effectivement, en s'enfermant dans les studios de Gram pendant 2-3 semaines, mais surtout, je pense que c'est, comme toujours, dans la composition, il y a des œuvres dans lesquelles le temps de maturation est très grand et le temps d'écriture finalement assez réduit. Et il y a des cas où c'est tout à fait le contraire. Dans ce cas, effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'allers-retours entre Philippe, entre Antoine et moi, qui petit à petit précisaient des références, qui quelque part répondaient à des interrogations qu'on avait là. Et après, comme toujours, composer, c'est un moment où tout oublier et se laisser agir. Et c'est un petit peu, voilà comment ça s'est passé. C'était vraiment une plongée absolue dans l'écriture qui était contenue depuis si longtemps pour moi, parce que j'avais pas écrit de musique à proprement parler depuis presque 1 an, 9 mois. J'avais en moi un désir qui ne pouvait pas trouver d'autre canalisation que de s'abandonner à l'écriture. Alors, je vous propose bien d'accueillir les musiciens qui vont nous interpréter un extrait de cet opéra, la scène 3, Ne me fuis pas. Raquel Camarigna, donc soprano, et puis les musiciens de l'ensemble intercontemporain, Martin Adamek à la clarinette basse, Hideki Nagano au piano, Samuel Favre aux percussions, John Stultz à l'alto. Vous nous présentez la scène que nous allons écouter, Sébastien Rivas. Où en sommes-nous dans l'histoire? Que se passe-t-il? Alors, effectivement, cette scène s'appelle « Ne me fuis pas » et il y a derrière ces idées de rayonnement d'autres idées comme la question de l'attraction, de la répulsion. Il y a quand même diverses pistes de travail, dont celle qu'incarne Raquel Camarigna au travers du personnage d'Alix, qui a une attraction affirmée pour l'assistant du professeur, Nick. Et donc c'est la première fois qu'elle lui exprime cela au travers d'un couloir. Donc il y a beaucoup d'ambiance de couloir. Et elle lui demande de ne pas le fuir. C'est bien trop tôt, trop tôt. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi es-tu si fébrile? Greg, rien avec moi! Greg!
Jessica Marigna, vous pouvez nous rejoindre. Reprenez votre souffle, évidemment. Avant cela, du coup, Sébastien Rivas, je rebondis sur ce qu'on vient d'entendre, ce que vous disiez aussi dans ce court-métrage qu'on a regardé un petit peu plus tôt. Les influences sont très diverses, en quelque sorte, que ce soit porté par la voix de Raquel, par les musiciens de l'ensemble intercontemporain qu'on vient d'écouter. Vous parlez de l'influence de ce chanteur baroque aussi, qui participe à cette production de Nick Scott. Comment justement avez-vous entremêlé ces différentes pistes? Oui, alors effectivement, j'aime beaucoup penser l'opéra comme un lieu qui a un rapport à l'histoire. Et c'est très différent du travail que je fais par ailleurs dans le théâtre musical, où ce sont plus des notions d'atelier dans lesquelles cette notion ne s'invite pas forcément. Mais pour moi, l'opéra, c'est aussi une idée de signaux mémoriels, d'histoire, de répertoire. Et il y avait aussi, je pense, cette idée d'un confinement dans lequel on était privé finalement de beaucoup d'expériences musicales qui étaient, je pense, totalement concentrées dans cette volonté de toutes ces musiques empêchées, de toutes ces musiques privées. Donc tout ça est venu bien sûr après. Mais je pense que la grande différence par rapport à l'opéra, et c'est là où encore une fois ça vient sur ces conversations de cette recherche autour du genre audiovisuel, c'est peut-être le glissement entre la peinture des affects, qui est très propre à l'écriture de l'opéra et que j'avais beaucoup travaillé dans mon précédent Aliados, vers une notion beaucoup plus de l'espace, de la situation psychologique, de l'atmosphère, qui du coup décale quand même le point d'attention et qui permet à toutes ces musiques de cohabiter dans certains lieux qui sont des lieux de l'école normale supérieure. Voilà, un peu de ce côté-là. Raquel, on en parlait de la naissance de ce projet dans un contexte très particulier. Pour vous aussi, en tant que chanteuse, être privée de son public, de concerts, de festivals, de scènes, est-ce qu'il y a eu un engagement particulier venant de votre part quand vous avez reçu ce projet ? Moi, j'étais très, très enthousiaste quand j'ai reçu l'invitation d'Antoine, quand il m'en a parlé, quand j'ai lu le livret. Tout d'un coup, c'est vrai que ça faisait des mois qu'on était privés de nouveaux projets, qu'on pouvait faire parfois un petit concert ici et là l'été, mais surtout le manque de visibilité vers l'avenir et ce manque d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur et qui nous font avancer et nous projeter dans le futur. Donc là, c'était avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accueilli cette invitation. Et puis la séance que nous avons vue tout à l'heure, où on s'est retrouvés tous pour produire quelque chose de nouveau, il y avait vraiment une énergie très positive de toute cette équipe qui cherche à produire quelque chose ensemble et qui a très envie justement de tisser de nouveaux projets. De continuer à partager. Tout à fait. Absolument. Antoine, Gint, on en parlait aussi, et ça j'aimerais qu'on l'évoque avec Philippe Béziat également, ce lieu tout de même très particulier. Alors vous êtes directeur de TNM, un théâtre et musique, compagnie en résidence ici, pour cette scène de recherche. Il y a ce lieu, ces laboratoires, ces couloirs. Alors ici on ne les voit pas sur scène, mais voilà, ils nous entourent. De quelle manière, justement, cette architecture particulière a nourri l'écriture du scénario? Alors, deux choses. Effectivement, je tiens à remercier l'ENS Paris-Saclay d'avoir accueilli TM en résidence toute l'année passée. Pas forcément que sur ce projet, d'ailleurs, parce que le travail que j'ai mené avec un groupe de Normaliens n'était pas sur Rayon N, mais Rayon N est presque devenu une incidence, disons. Alors, il se trouve que j'avais eu la chance de participer à une espèce de pré-inauguration de ce lieu il y a un an à peu près, et donc d'en visiter le bâtiment qui était, à vrai dire, à peine ouvert, un peu dans tous ses recoins. Et encore, quand on est venu en août, la rentrée n'était pas encore faite, donc le bâtiment était presque vide. Alors évidemment, on est un peu privé de ce contact parce que j'aurais aimé, sans doute, qu'il s'établisse plus de relations encore entre les scientifiques ici, les chercheurs. Enfin, j'en ai eu beaucoup avec un petit groupe, mais moins sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
Après, pour nous, il y avait une dimension extrêmement forte parce qu'extrêmement visuelle. C'est-à-dire que quand on écrit, et je pense que Sébastien ne me contredira pas, mais si vous voulez, quand on écrit, on a besoin d'images, d'affects, enfin, de choses qui nous portent. On ne peut pas écrire juste... on n'est pas là pour faire ni du solfège, ni de la grammaire. Donc, et effectivement, tout à coup, le fait de transposer ces 23 vignettes dont je parlais tout à l'heure dans cette architecture, et pas que l'architecture, c'est-à-dire tout ce qui ont résulté, les laboratoires, l'imaginaire de la science, de la pensée, enfin, des chercheurs, etc. Tout à coup, ça nous a nourris en plusieurs séances pour reprendre tout ça et passer dans une espèce de travaux pratiques, si vous voulez, de passer de l'idée à la description vraiment très méthodique que j'ai transmise à Sébastien ensuite. Raquel, vous avez eu l'occasion de vous balader aussi ici dans les couloirs avant justement d'enregistrer la partition au mois d'août? Oui, en fait, pas vraiment avant, mais pendant, on était vraiment immergés dans cette ambiance et c'était extrêmement nourrissant pour nos personnages, pour ces personnages qui naviguent dans... Enfin, je parle pour le personnage d'Alix, elle n'est pas une scientifique, et elle s'occupe, disons, des relations presse, et donc de voyager dans cet univers, de s'imprégner de l'ambiance, de toute cette recherche qui ressort des murs, c'était très nourrissant. Première étape donc, c'est fait. Philippe Béziat, il y en a une autre à suivre, évidemment. Mais vous en dites quelques mots? Oui, bien sûr. Après, on la fera ensemble. Hein, je l'espère bien. Non, mais je peux rebondir sur cette question de l'espace parce que par rapport au spectacle vivant dont on parlait au début, le spectacle vivant sur scène, c'est quelque chose où on fabrique sur scène un espace. On a une scénographie, et le cinéma, c'est l'inverse. Le cinéma, c'est se positionner dans un lieu réel, hein, et de prendre un appareil photo, de prendre une caméra et de capter l'espace qui nous entoure. Et quand l'espace est architectural, fortement architecturé, et voilà, l'idée c'est d'inscrire cette histoire, en tout cas de s'inspirer de cette histoire. Et je pense que ça correspond tout à fait à ce que vient de dire Sébastien sur cette question. On a beaucoup de travail encore à faire pour alors, ce que je peux dire aussi de la façon très particulière, parce que peut-être ça reste abstrait, de réaliser ce contrepoint, ou cet ouvrage collectif dont on parle, c'est que Sébastien, il n'a pas composé un opéra comme Verdi avec un point de début et un point d'arrivée. Il a composé une matière musicale qui est mixée d'une certaine manière pour le moment et qui est quelque chose de très ouvert. Alors je vais parler matriciel, horizontalement et verticalement, c'est-à-dire que, et dans le temps, c'est une matière dans laquelle on va pouvoir travailler ensemble sur une grammaire de montage cinématographique, cette matière qui est encore très ouverte, et donc ça c'est dans la dimension de la timeline, et aussi horizontalement, c'est que en fait tout ce contrepoint musical, on va rajouter un contrepoint audiovisuel là-dessus, et si on écoute le mixage que Sébastien a déjà réalisé, il a déjà, au son seul, il a déjà réalisé des images sonores, il a déjà mis des choses au premier plan, des choses à l'arrière-plan, il y a déjà toute une pensée visuelle dans sa musique. Et ça, c'est fait en équilibrant des choses qui sont de l'ordre de l'électronique, de l'ordre du son, de l'ordre de la voix. La voix, elle est devant, la voix, elle est derrière, les chœurs sont très présents, ils sont très près, ils sont très loin. Déjà, il y a un espace musical et sonore. Et vous allez accueillir donc la question, voilà, c'est-à-dire qu'on va continuer à rajouter un espace, mais qui ne peut pas être simplement une illustration ou une bande son. Enfin voilà, soit c'est la musique d'un film, soit c'est un film opéra, mais c'est justement ce qu'on veut éviter de faire. Encore une fois, vous allez justement travailler en équipe et continuer à échanger, évidemment, pour continuer
à développer donc l'étape 2. Déjà, Antoine Gilles, des partenaires autour de ce projet, TNM bien évidemment, ici le NS Paris-Saclay, les Métaboles, l'ensemble intercontemporain, le Gramme Lyon, la société de production Caméra Lucida aussi qui est engagée sur ce projet. Une dernière question, Antoine Gilles. À qui s'adresse cet opéra-film? Qui souhaitez-vous toucher avec ce projet? Et tout le monde. On est bien d'accord. Comme toujours, quand on fait ce métier, on pense qu'on va toucher tout le monde. Après, c'est le public qui fait ses choix. Moi, j'aime l'idée que ce projet soit... D'abord, on ne l'a pas dit finalement, mais ce projet est à la fois nourri par un sujet tout à fait passionnant, mais c'est un sujet qu'on a voulu traiter d'une manière assez légère. Et j'aimerais qu'on conserve cette idée, pas d'opérette, le mot est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, où des histoires se croisent. Enfin bon, je sais pas, c'est comme dans les séries télé, quoi. C'est un peu bête, mais il y a des choses intéressantes qui se disent en sous-texte. Et évidemment, l'idée de faire un opéra-film, c'est-à-dire d'être sur un média, entre guillemets, beaucoup plus populaire, c'est-à-dire... on a fait quelques recherches, évidemment, avec Philippe, par exemple, pour voir quels étaient les grands moments de l'opéra à la télévision, enfin des créations. Hein. Mais c'est une vraie question. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Britton avec Owen Wingraves, Bob Ashley, par exemple, avec Perfect Lives, mais finalement, c'est un truc qui s'est délité, comme si... c'était plus un outil, alors que l'outil, la télé, enfin, ou le film, enfin, c'est fabuleux, quoi, pour nous. Le montage que décrivait Philippe. Donc, tout à coup, on a l'idée que ça peut être un projet un peu plus ouvert, en tout cas un peu plus populaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, mais, et tout en gardant nos exigences respectives. Mais c'est surtout le garder à l'abri de trop de sérieux, quoi. C'est-à-dire que moi, j'adore le rôle de Raquel. Voilà, il essaye de poursuivre ce pauvre assistant qui ne veut pas d'elle parce qu'il est amoureux du patron. Enfin, c'est quand même dingue, cette histoire. Donc, Philippe Bézi, un dernier juste une mot. petite chose pour rajouter à ce que vient de dire Antoine. Moi, il se trouve que j'ai travaillé beaucoup sur Offenbach, il y a des années de ça. Donc, c'est quoi? C'est une opérette, Rayouen? Offenbach, je ne sais pas si c'est opérette ou pas. En tout cas, il y a quelque chose que je relis déjà à une certaine façon que Sébastien a composé, justement dans toutes ces citations, les références, ces choses-là, ce matériau musical, et évidemment une forme de légèreté et une forme de profondeur sur les choses qui sont abordées, beaucoup d'ironie et beaucoup de choses qui sont très présentes, à mon avis, dans ce livret, dans cette façon d'aborder de manière... voilà, c'est une fable, on peut dire que c'est une fable, et que cette fable... par exemple, j'avais filmé le Dr. Ox d'Offenbach, qui est une pièce qui est rarement jouée. C'est très, 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 très intéressant de comparer cette fable scientifique à la fin du XIXe siècle et celle-ci. Je pense que l'esprit qui circule dans la musique de Sébastien, dans le livret, et j'espère dans notre film, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de monde. Puis on espère découvrir ces images très prochainement, évidemment, dans tous les foyers. Rêvons. Maintenant, il y a plusieurs télés par foyer. En plus, il y a plein d'écrans. Vous faites bien de le dire. Merci beaucoup à l'École normale supérieure Paris-Saclay de nous avoir accueillis pour cette présentation donc, de Rayon N, de cette première étape. Et puis, comme je le disais, on l'espère à très très bientôt, bien pour découvrir la seconde, l'étape finale. Merci à tous. Merci. Vous serez invités, ça c'est bien. Ah ben je l'espère bien. Merci à tous. Tu sais faire Greg, rien avec moi. Greg, rien avec moi. Greg, rien